L'essentiel politique ce soir, c'est avec Brice Sokol. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes politologue et essayiste, co-auteur avec Frédéric Dabi de L'écharpe et les tempêtes, qui vient tout juste d'être publié aux éditions de l'Aube. Un ouvrage particulièrement éclairant en ce moment, on va y revenir, mais d'abord, voici le programme. Le budget 2026, toujours sur la sellette à l'Assemblée nationale. Après 2 jours de pause, les députés n'ont plus qu'une semaine pour débattre du projet de loi de finances. Les chances de parvenir à un vote avant le week-end prochain sont de plus en plus infimes. Les maires se réunissent en congrès à partir de mardi. On est à 4 mois des élections municipales. On fera le point dans un instant sur les enjeux de ce scrutin. Et puis la gauche, elle se mobilise déjà pour l'autre scrutin à venir, la présidentielle de 2027. Première réunion ce week-end du Front populaire 2027, dont sont exclus la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et Place publique de Raphaël Glucksmann. Ce week-end, il n'y a donc pas eu de débat à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a décidé d'imposer une pause aux députés, rendant de plus en plus compliqué l'examen du budget dans les délais impartis. Un choix qualifié d'inacceptable par la gauche. La droite, en revanche, s'est félicitée de ce repos forcé. Brice Sokol, est-ce qu'il y a une stratégie derrière tout ça? Est-ce que le gouvernement veut vraiment qu'un vote ait lieu à l'Assemblée nationale? Ça donne le sentiment que le gouvernement n'a pas envie qu'on ait un vote sur le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Rapidement, on a vu ce qui s'est passé avec le projet de loi de finances sur la sécurité sociale. La partie recette a été votée, mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et donc le Sénat a récupéré le projet de loi de finances de la sécurité sociale non abouti à l'Assemblée nationale. Et nous risquons d'avoir la même chose dimanche prochain, puisqu'ils ont jusqu'à dimanche pour voter le projet de loi de finances. Là, nous sommes sur la partie recette qui n'est pas terminée, mais je pense qu'ils n'auront pas le temps de voir la partie dépenses. Donc, encore une fois, je pense qu'il n'y aura pas de vote à l'Assemblée nationale, que ce projet de loi sera transmis au Sénat et qu'il y aura une nouvelle navette à l'Assemblée nationale. Et c'est là où les choses sérieuses vont commencer. Mais à chaque fois, on remet les compteurs à zéro. Il y a eu le travail en commission qui a été remis en cause par le travail à l'Assemblée nationale. Et vous voyez bien que ce travail à l'Assemblée nationale va être remis en cause et en question par un Sénat qui va être très offensif et qui va prendre un peu le contre-pied d'un certain nombre de mesures qui ont été votées à l'Assemblée nationale, notamment la suspension de la réforme des retraites et puis les différents impôts qui ont été votés, taxes et impôts. Je crois qu'il y en a à peu près pour 46 milliards d'euros que le Sénat souhaite rediscuter. On évoque de plus en plus la possibilité d'un recours aux ordonnances. Ça va se terminer comme ça? C'est une réalité. Je pense que c'est une solution qui est envisagée par le gouvernement, ordonnance, où nous pourrions avoir, alors moi j'en parle de plus en plus, on pourrait avoir une espèce de 49.3 de compromis. C'est-à-dire qu'on prendrait le texte du gouvernement, on y rajouterait ce qui a été voté favorablement avec le Parti socialiste, et en accord avec le Parti socialiste, le gouvernement pourrait voter, se renier comme il avait promis comme il l'avait promis et voter son texte plus les amendements du Parti socialiste dans le cadre d'un 49.3 de compromis. On passe au prochain sujet. Mardi s'ouvre le 107e congrès des maires de France, un rendez-vous important à 4 mois des élections municipales et alors que la confiance envers la politique et les politiques s'érode. Votre livre, justement, L'écharpe et les tempêtes, que vous co-signez avec Frédéric Dabi, porte sur ces élus de proximité entre pouvoir, contrainte et défiance. Les maires ne sont plus les élus préférés des Français? Alors, les maires restent les élus préférés des Français. Je crois que 7 Français sur 10 sont très contents de leur maire et très contents du bilan de leur maire. Néanmoins, on s'aperçoit que cette défiance à l'égard de la politique nationale, aujourd'hui, pourrait arriver à l'échelle locale. Parce que le maire est pris un peu en étau, aujourd'hui, entre les nouvelles exigences de ses concitoyens. Certains parlent de consommateurs, on consomme du service public, on est très exigeant, on veut que ça aille très vite. Et puis, de l'autre côté, un État défaillant. Et on le voit bien. On voit bien que les 2 thématiques principales qui intéressent les Français, l'insécurité et la santé, versus les services publics, sont des sujets étatiques. Donc les maires n'ont pas toujours les moyens de répondre à ces besoins, à ces sujets, à ces complexités, à ces angoisses des Français. Et donc ils sont vraiment pris en étau. Et parfois, nous avons le sentiment que cette politique nationale de défiance pourrait, à la marge, certes, mais pour la première fois, avoir de vraies conséquences à l'échelle locale. Les municipales, elles sont dans 4 mois. Quels vont être les principaux thèmes de campagne, justement?
Alors les thèmes, c'est ce que je vous disais. Pour la première fois, on a des thèmes nationaux qui correspondent à des thèmes locaux. L'insécurité, bien évidemment, insécurité, incivilité, la santé. 85% des territoires français est un désert médical. Donc ce sujet-là préoccupe les Français. Comment, quand j'habite en province, dans une ville moyenne ou en périphérie de grandes métropoles, je peux arriver à me faire soigner rapidement? Ça, c'est un vrai sujet, c'est un vrai défi pour le gouvernement. Troisième sujet, et ça aussi, c'est encore un thème descendant, c'est la dette. C'est-à-dire que depuis 1 an et demi, dans les études d'opinion que l'on fait, on s'aperçoit que les Français s'interrogent beaucoup sur le devenir de leurs enfants, et sur l'impôt et sur la dette. Et c'est une première prise de conscience que les Français ont depuis plusieurs années, parce qu'ils se disent, de toute façon, nous allons devoir payer. Et ça, c'est un vrai sujet extrêmement préoccupant. Et ça rebondit sur les maires, parce que les maires, aujourd'hui, doivent boucler, là, au mois de décembre, leur budget pour l'année N+1. Mais le budget de l'État étant si indécis qu'ils ont du mal à se projeter sur l'année 2026. Et pour tous ceux qui font campagne et qui vont devoir établir un programme, ce programme doit être chiffré. Si vous faites voilà, vous réparez une voirie, si vous faites une maison des associations, ça a un coût. Et ce coût-là, dans un programme, est difficilement aujourd'hui budgétable. Donc, une incertitude pèse pour les maires sur quelles seront vraiment les attentes des Français pour le scrutin à venir. Il y a une ville qui sera particulièrement suivie. C'est évidemment Paris, la capitale. La droite a fini par se rassembler autour de Rachida Dati après des mois de division. Est-ce que la ville pourrait basculer à droite ? Alors, ça fait partie des villes à interrogation, bien évidemment. Il y a eu un changement de mode de scrutin. On vote maintenant directement pour l'élu, pour un maire, ce qui n'était pas le cas préalablement. Donc, ça veut dire que ça va être une campagne qui va être incarnée. Ce ne sera pas une campagne uniquement de partis politiques qui vont se mettre d'accord au 2e ou 3e tour. Elle va être incarnée par des personnalités politiques. Et parmi ces personnalités politiques, évidemment, il y a Rachida Dati, il y a M. Grégoire, il y a M. Bournazel. Donc c'est un match qui finalement est assez ouvert. On a les municipales, mais on a aussi la présidentielle qui approche. La gauche commence déjà à s'organiser. Attrape ce week-end une convention du Front populaire 2027 à rassembler plusieurs dirigeants socialistes et écologistes pour avancer vers une candidature commune. Ils ont annoncé la tenue d'une primaire à l'automne 2026. On écoute à ce sujet Marine Tondelier, la représentante écologiste. On est déterminé, et donc cette primaire, non seulement on peut vous dire qu'elle aura lieu, mais on peut vous dire aussi qu'elle aura lieu parce qu'on se sera largement investi pour que ce soit le cas. Et voilà, on est confiant parce qu'on travaille sereinement. C'est vrai qu'il y a une activité politique très très dense en ce moment au niveau national, et donc vous pouvez avoir l'impression que la primaire n'est pas omniprésente dans le débat budgétaire, mais c'est normal en fait. Et ça nous permet un truc très agréable en politique, c'est de travailler à l'abri un peu des radars et de pouvoir le faire sereinement et sainement. Brice Sokol, ce projet d'union, il est à la fois ambitieux, mais il est aussi fragile, puisqu'il y a quand même deux acteurs majeurs qui manquent à l'appel. C'est la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon et Place Publique de Raphaël Glucksmann. Oui, absolument. Et puis une gauche qui est quand même dans la confusion par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre de la discussion budgétaire. On voit bien qu'entre les Verts et les filles, le Parti Socialiste, il n'y a pas forcément d'accords globaux sur tous les textes. Mais en fait, aujourd'hui, il y a trois gauches. Il y a cette gauche-là, c'est ce qu'on appelait la gauche, le nouveau Front populaire en fait, les Verts et le Parti socialiste, avec Madame Autain qui est également candidate. Et puis aujourd'hui, vous avez vu à Pontoise, il y a le rassemblement des sociodémocrates de gauche, c'est-à-dire de Raphaël Glucksmann, de Monsieur Cazeneuve, l'ancien ministre de l'Intérieur, de l'ancien président de la République. Donc il y a ce bloc-là, et puis il y a le bloc de Jean-Luc Mélenchon. Donc aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons trois gauches. Irréconciliables ? Qui vont être difficilement conciliables. En tout cas, je ne vois pas aujourd'hui comment la gauche social-démocrate pourra s'unir avec la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ce sont, sur le plan thématique, sur le plan des valeurs, sur le plan de la posture politique, ce sont deux gauches qui me paraissent aujourd'hui irréconciliables. Elle pourrait malgré tout faire le poids face à l'extrême droite, le centre et la droite ? C'est tout l'enjeu de l'union de la gauche aujourd'hui. Si la gauche veut peser sur cette élection présidentielle et si elle veut être en capacité de rejeter le Rassemblement national, elle devra à un moment s'unir. Mais c'est une élection de premier tour.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire au premier tour au moins aller pour se qualifier au deuxième tour. J'enlève le Rassemblement national qui, d'après les sondages, devrait être au second tour. Il va falloir faire entre 18 et 20%. Qui est capable aujourd'hui de faire 18 et 20% sans union au premier tour? C'est toute la question de la gauche. Quel sera le candidat qui sera le plus représentatif et qui pourra créer cette dynamique à gauche? Est-ce que ce sera le camp social-démocrate avec un candidat qu'on ne connaît pas aujourd'hui, ou est-ce que ce sera Jean-Luc Mélenchon? Il reste encore 1 an et demi pour répondre à cette question. Merci beaucoup, Brice Sokol, d'être venu sur le plateau de France 24 pour l'essentiel politique. Restez avec nous dans un instant. C'est le Journal de l'Afrique présenté par Fatima Tawane.